À 20h30, notre invité sera Bernard-Henri Lévy, écrivain philosophe. Après avoir accusé Kiev, le Kremlin désigne également les Occidentaux. Il nous livrera son analyse de ce narratif russe. Mais ce n'est pas tout. Gaza, quand même les États-Unis prennent leur distance avec Israël, jusqu'où l'auteur de La solitude d'Israël est-il prêt à mener son soutien ? Son dernier livre s'intitule Solitude d'Israël. L'écrivain philosophe Bernard-Henri Lévy est l'invité ce soir d'Un œil sur le monde. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. On commence avec l'attentat de Moscou. Après avoir accusé Kiev, le Kremlin désigne désormais les Occidentaux. Le chef des services russes de sécurité avait ces mots hier. Nous pensons que l'action a été préparée par des islamistes radicaux et bien entendu facilitée par des services secrets occidentaux. Pourquoi, selon vous, après avoir désigné Kiev, passer à cette phase supplémentaire, viser l'Occident ? Est-ce qu'il s'agit seulement de faire oublier ses propres failles, ou y a-t-il, selon vous, l'entretien d'une tension un peu plus précise ? Il y a faire oublier ses propres failles et l'état absolument désastreux dans lequel est la Russie. Ça, c'est un point fondamental. On ne comprend rien aux déclarations de Poutine et à ses actions depuis 2 ans si on oublie que la Russie est un État en ruine, démographiquement, économiquement, financièrement et moralement. Ça, c'est la première chose. Et puis d'autre part, oui, une espèce de folie comme ça qui s'empare. Les islamistes, les ukraino-nazis, les occidentaux qui, comme chacun sait, sont les architectes de l'État islamique. Voilà, on a là un président russe qui déraisonne. Qui déraisonne et dont vous dites que son véritable ennemi, finalement, c'est pas l'Ukraine, mais le véritable ennemi de Poutine, c'est l'Europe. Que voulez-vous dire par là ? Je veux dire par là ce qu'il n'a cessé de dire, quand on l'écoute bien, depuis son arrivée au pouvoir. Enfin, depuis en tout cas 2006-2007. Mais il y a l'OTAN, il y a l'Occident et puis il y a l'Europe. Vous dites c'est l'Europe. C'est l'Europe parce que il y a ces modèles contre modèles. Il a un projet qui s'appelle l'Eurasie. Une Europe eurasiatique basée sur toute une philosophie, toute une conception des valeurs, une alliance avec l'islamisme radical d'ailleurs, le concept d'Eurasie. On va en reparler, c'est important. Tel que les poutiniens l'élaborent, ça suppose aussi ça. Et puis de l'autre côté, l'Europe démocratique que nous connaissons, société ouverte, tolérante, soucieuse des droits des minorités, ainsi de suite. C'est 2 modèles antagoniques et c'est modèle contre modèle. Poutine veut humilier, déconsidérer, déconstruire notre modèle européen afin de promouvoir celui de ses idéologues. Alors humilié parce qu'il est humilié lui-même, je vais vous poser la question, mais une telle instabilité, une semaine après l'opération électorale spéciale, on va l'appeler comme ça, et une telle claque sécuritaire, parce que c'est ce que c'est avec cet attentat, est-ce que cette séquence humilie Poutine, le chef de guerre ultra puissant d'un pays qu'il voudrait inarrêtable ? Est-ce qu'il est humilié ? Je crois pas que. Non. Vous savez, quand on est, comme il semble être, enfermé dans une espèce de forteresse intérieure, comme disait autrefois Bruno Bettelheim, quand on est un peu inaccessible à ce genre de considération. Vous voyez, humilié, non. Il doit penser qu'il va triompher et du terrorisme et de l'Ukraine, profiter de l'un pour prendre à la gorge l'autre, c'est-à-dire l'Ukraine. Je ne crois pas qu'il soit... Non. L'humiliation dont Poutine se réclame sans cesse depuis des années, c'est celle que lui aurait infligée l'Europe et l'Occident depuis 15 ans. Et ça, c'est complètement fantaisiste, évidemment. C'est un imaginaire mythologique absurde. L'Europe n'a jamais humilié Poutine, l'Amérique n'a jamais humilié Poutine, l'Occident n'a cessé depuis son arrivée au pouvoir de lui tendre la main, mais dans sa construction fantasmagorique, il y a cette idée d'une humiliation par l'Occident. Et justement, est-ce que cette attaque de l'État islamique, elle déjoue d'une certaine façon son narratif, cette forteresse intérieure dont vous nous parlez, dont le mantra est une lutte à mort entre la Russie et l'Occident? Tous les ennemis de l'Occident seraient des alliés de la Russie dans sa façon de penser à lui. Ce que ça déjoue, surtout, c'est dans sa façon de penser à lui, cette idée qu'il avait qu'il y avait un axe entre lui et l'islam radical. Parce que alliance avec l'Iran, alliance avec le Hamas,
on va parler tout à l'heure de cela, j'imagine. Il ne faut jamais oublier que les chefs du Hamas ont été reçus à Moscou avant le 7 octobre et après le 7 octobre. Guerre de Syrie. L'alliance avec Kadyrov père et fils, des combattants islamistes qui crient Allah Akbar quand ils reprennent, pas souvent parce que c'est pas des bons combattants, une tranchée ukrainienne. Donc la vraie chose qui est déjouée, c'est ça. C'est-à-dire le poutinisme était fondé sur cette idée d'une alliance avec l'islamisme radical. Ça, c'est très important parce que, et c'est très important, y compris pour nous, pour les Européens ou les Français, parce qu'il y a des tas de gens qui disent Poutine est un rempart contre l'islamisme radical. L'orthodoxie est un rempart de la civilisation occidentale. Pas du tout. Il y avait au contraire, et il y a peut-être encore un axe avec cet islam radical. Donc cet axe, il en a pris un coup vendredi dernier. Et effectivement, vous en parliez dès le mois de novembre dernier, une interview à Lormandville du Figaro. Vous disiez Poutine a fait la grande alliance entre l'impérialisme russe et l'islam radical. Donc ce sont vos mots. Et donc, pardon, j'insiste, mais vous avez été surpris du coup de voir l'islam radical attaquer via ces terroristes Moscou, malgré les efforts entre guillemets de Poutine pour créer ce pan entre eux? Non, parce que l'islam radical, vous savez, il y a eu des attentats, un attentat de l'État islamique dont les Américains ont prévenu d'ailleurs les intéressés en Iran. Il y a eu des attentats de l'État islamique en Afghanistan. Donc l'islamisme radical, c'est en même temps une querelle, une guerre de sectes. Donc ils sont très divisés. Donc bien sûr que je n'ai pas été surpris. Il faut être fou pour imaginer qu'on puisse faire une alliance solide avec l'islam radical. Ça n'existe pas. Et est-ce que certaines de ces sectes forment aujourd'hui une force géopolitique autonome? C'est une expression utilisée par Hugo Mucheron, grand spécialiste des questions terroristes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, une force géopolitique autonome? Il y a une force géopolitique autonome et surtout extrêmement solide, pas seulement l'islam radical, bien sûr l'islam radical, la Turquie, la Russie, la Chine, l'Iran. Voilà, là il y a une sorte d'axe. J'ai écrit un livre là-dessus jadis qui s'appelait L'Empire et les Cinq Rois, où je décrivais cette grande alliance. Alors c'est pas seulement l'islam radical, c'est des anciens empires déchus qui veulent prendre leur revanche, et qui veulent renaître et prendre leur revanche sur l'Occident. Donc là, oui, ces cinq-là, ils ont, malgré les différends historiques, malgré le fait qu'ils se sont fait la guerre dans le passé, ils veulent reprendre l'initiative historique et rallier à leur panache sombre les pays des BRICS, etc. Ça oui, bien sûr. Mais ce n'est pas une affaire religieuse, c'est une affaire politique. On revient sur Vladimir Poutine. On l'a souvent dit depuis plus de 2 ans maintenant, qu'un Poutine déstabilisé, acculé, peut-être diront certains animal blessé, c'est synonyme d'un Poutine d'autant plus redoutable, d'autant plus dangereux. Que craignez-vous pour la suite? Lui qui a accusé l'Occident, qui a accusé Kiev d'être responsable, faut-il s'attendre à un déluge à nouveau de vengeance sur l'Occident et sur l'Ukraine? Écoutez, c'est très difficile de faire des prévisions et vraiment mais moi je crois d'abord que Poutine n'a pas attendu un attentat à Moscou pour se déchaîner contre l'Ukraine. Moi, l'Ukraine, j'y ai passé beaucoup de temps depuis le début de l'invasion, depuis février 2022. Dans les villes, dans les premières lignes. J'ai fait des reportages et j'ai tourné un film à Bakhmout. Vraiment, j'ai vécu tout cela un peu au quotidien. Et je ne vois pas ce que Poutine pourrait faire de pire que ce qu'il a déjà fait, ce que j'ai vu, ce que j'ai filmé avec mes camarades. Voilà. Après, il y a toujours pire que le pire, peut-être, mais là, j'aurais plutôt tendance à penser qu'il y a plusieurs exemples qui le prouvent, que c'est au contraire quand on lui cède, quand on recule, quand on lui donne le sentiment qu'on a peur, je crois que c'est là, au contraire, qu'il fait pire que le pire, et qu'il avance encore. Comme toujours avec les dictateurs, je veux dire un truc, c'est la même chose avec l'Iran, c'est la même chose avec Erdogan. Si demain on était dans un état de, ce qu'à Dieu ne plaise, mais de belligérance avec la Turquie néo-ottomane d'Erdogan, vous verriez.
On est faible, il est fort. On est fort, il recule. Est-ce que ça n'est pas sa propre population, peut-être, qui a des choses à redouter après cet attentat? Est-ce qu'on peut imaginer qu'en Russie, le régime se durcisse encore un petit peu? Vous avez vu qu'un débat sur le retour de la peine de mort est en train d'émerger en Russie, par exemple. Bien sûr, mais là encore, oui, il y a en Russie un peu comme avant 1989. Vous savez, en 1987-88, je me souviens si bien de cela, tout le monde disait le régime russe, c'est-à-dire à l'époque soviétique, il est indestructible. Et tout le monde disait les dissidents, c'est une poignée une toute petite minorité, ça ne représente rien, etc. Et puis, un an ou deux après, leur courage, leur esprit de résistance, puis le fait qu'ils étaient plus forts qu'on ne le pensait, a fait que le régime a explosé. Aujourd'hui, c'est un peu ça. Il y a une bataille idéologique, une bataille politique entre les gens pour qui le message de Navalny est encore plus vivant, lui mort, que lui vivant, d'un côté, et puis les gens du FSB qui pensent qu'on peut mater un peuple, tenir un peuple à la trique. Il y a une bataille, on verra. Mais en effet, la bataille s'est durcie. Mais c'était déjà durci avec la mort de Navalny. Alors on parle beaucoup de Vladimir Poutine, parlons un peu de Volodymyr Zelensky. Encore une fois, vous l'avez dit, vous êtes allé de nombreuses reprises en Ukraine, vous avez certainement un regard particulier sur lui. Quel regard vous portez sur lui en ce moment? Il remanie beaucoup ces derniers jours, on en parlait tout à l'heure. Il a écarté son secrétaire du Conseil national de sécurité et de défense, M. Danilov, c'est pas n'importe qui. L'Ukraine est dans une phase compliquée. Comment dire ça? Doutez-vous de lui et de sa capacité à tenir? Absolument pas. Je ne doute certainement pas de lui, et en tout cas pas de sa capacité à tenir. Je trouve au contraire admirable l'esprit de résistance de cet homme, sa ténacité, menacé de mort en permanence, vivant parfois comme un paria, comme un fugitif dans son propre pays, changeant ne dormant jamais au même endroit et ainsi de suite, allant néanmoins sur le front, soutenir sa population civile et soutenir ses soldats. Non, je trouve cet homme... Vous savez, dès le 23 ou 24 février, j'avais écrit un article dans le journal du dimanche où j'avais dit que c'était un Churchill ukrainien. C'est toujours Churchill. Vous échangez avec son entourage ou ses équipes? Ou avec lui? Je suis en contact avec son entourage, ses équipes. Et avec lui? Et il m'est arrivé d'échanger avec lui, de le rencontrer depuis le début de la guerre, oui, bien sûr. Sauriez-vous nous en dire plus sur leur état d'esprit? Mais leur état d'esprit, c'est que, j'entendais tout à l'heure, c'est qu'ils sont moins fatigués de cette guerre que les Européens. C'est qu'ils ne sont pas du tout à bout de force. Et leur état d'esprit, c'est de penser que si on se décidait vraiment à les aider, mais vraiment, ça veut dire leur donner ce dont ils ont besoin pour récupérer leur territoire, ils pensent, eux, qu'ils l'emporteraient assez facilement, parce qu'ils ont en face d'eux le contraire, l'armée russe. Et ça, j'ai filmé des prisonniers russes. L'armée russe, elle est démotivée, démoralisée. C'est des repris de justice complètement à l'ouest qui ne savent même pas ce qu'ils font dans la tranchée d'en face. Donc, l'état d'esprit, me semble-t-il, du président Zelensky, de Andrei Yermak et de tout leur entourage, c'est donnez-nous les canons César, donnez-nous les scalps, donnez-nous les F-16, on fera le reste. Pour nous, les Ukrainiens, et pour vous, les Européens. Sauf que pour l'instant, il y a des armes qui n'arrivent pas, et des munitions surtout qui n'arrivent pas, et l'état d'esprit n'est évidemment pas au beau fixe. Est-ce qu'il faut, vu les circonstances, poser sur la table l'hypothèse d'une défaite de l'Ukraine? Bruno Tertrais l'a fait dans Le Point en janvier, sa tribune s'intitulait « Et si l'Ukraine tombait ?» Est-ce qu'il faut lever ce tabou? Au contraire, vous dites non, pas du tout, il ne faut pas mettre ça sur la table et continuer à y croire au maximum. Moi, je veux bien poser la question. Si l'Ukraine tombait, les
pays baltes tomberaient après. Si l'Ukraine perdait, Vladimir Poutine aurait des ailes. Si l'Ukraine tombait, ce serait une défaite morale et politique pour l'Occident sans précédent. Voilà, on peut dire si l'Ukraine tombait, mais je vois le tableau d'avance. Mais attendez, est-ce que c'est intéressant de faire échanger des voix, alors même peut-être un jour de vous avoir sur le plateau ensemble pour échanger. Mais quand on a Pascal Boniface qui était avec nous hier, notre invité, et qui a écrit dans La Croix il y a quelques jours que le prix à payer pour la libération de l'Ukraine ne vaut pas une guerre mondiale, et qui pose cette question dans son papier: va-t-on mourir pour le Donbass? Entre parenthèses, que l'Ukraine négligeait il y a peu. Que pensez-vous de ceux qui s'interrogent comme ça maintenant à voix haute? Il a vraiment dit mourir pour le Donbass? Il s'interroge dans son article. C'est comme ceux qui disaient mourir, on ne va pas mourir pour Danzig, d'accord. Il a répondu là-dessus hier, effectivement, cette phrase de Marcel Zéla. Ceux qui disent on ne va pas mourir pour le Donbass, ils parlent en tout cas à l'oreille. Et l'histoire politique, l'histoire des idées, l'histoire des nations, c'est aussi une musique. Hein. À l'oreille, ça sonne comme de ne pas mourir pour Danzig. Résultat, comme disait encore Churchill, ils ont eu, les ancêtres, et la guerre et le déshonneur. Mais il traduit à sa manière ce que certains pensent, les craintes même de certains dans l'opinion, de certains peut-être qui nous regardent, de dire bah oui, mais nous, jusqu'à la guerre mondiale, non, on n'y est pas prêt, non, on en a peur. Et ça, est-ce que vous l'entendez, est-ce que vous le comprenez? Qu'il y a cette réaction comme après les propos d'Emmanuel Macron, de attention, il ne faut pas être trop va-t-en-guerre, on a trop à craindre. Mais il ne faut surtout pas être va-t-en-guerre. Et il faut évidemment avoir peur de la guerre. Ça, je suis le premier. Vous savez, je l'ai vu d'assez près, en général et en Ukraine, pour savoir qu'il faut en avoir peur. Mais je dis, parce que j'ai pas une mémoire de poisson rouge, j'ai une mémoire un tout petit peu élaborée, je sais que la meilleure manière de ne pas avoir la guerre, c'est d'être ferme, c'est de tenir son cap, c'est de tenir sa boussole et de tenir ferme sur ses principes. Et est-ce que l'Occident le tient suffisamment, ce cap? Vous avez entendu Joe Biden la nuit dernière, il a encore dit que Vladimir Poutine était un boucher. Et du côté de la France, hier, Sébastien Lecornu a dit que la France n'excluait pas des réquisitions pour que les industries aillent plus vite pour fournir des munitions aux Ukrainiens. C'est suffisant tout ça ou pas? Il est temps, en tout cas. Il est temps. Voilà, ça a tardé, il est temps. Et si en effet ils sont sérieux lorsqu'ils disent cela, ceux dont vous me parlez là, et je crois qu'ils le sont, c'est une bonne nouvelle. Parlons maintenant de ce qui se passe du côté de Gaza. Vous soutenez l'offensive israélienne sur Rafah annoncée par Israël. Il faut soutenir de manière inconditionnelle Israël, de manière inconditionnelle, la nature de sa réponse malgré l'impact sur les civils. Cette réponse dans sa nature, encore une fois, dans sa nature, elle vous semble légitime, quoi qu'il en soit, peu importe les mots. Là, il y a un rapport du côté de l'ONU qui sort. Sa rapporteure dit qu'il existe des motifs raisonnables de croire que le seuil indiquant qu'Israël a commis un génocide est atteint à Gaza. Peu importe les mots, peu importe le droit, un soutien inconditionnel, Israël peut et doit continuer comme ça? Eh bien, je trouve cette déclaration infâme. Voilà. Parler de génocide à propos de ce que fait Israël, c'est infâme. Israël se défend. Cette autodéfense, elle est absolument légitime. Vaincre le Hamas, c'est aussi légitime que de résister à Poutine. C'est les deux fronts aujourd'hui sur lesquels malheureusement se joue le destin des peuples libres. Il se joue en Ukraine et il se joue en Israël. Mais s'il y a des faits et s'il y a des constats cliniques qui montrent qu'on dépasse les limites du droit, peu importe. Les faits, c'est que le Hamas, pour la première fois, je crois, dans l'histoire des guerres, a pour stratégie d'avoir le plus de morts possible, pas chez les Israéliens, où il y en a d'ailleurs beaucoup, des soldats de salle, mais dans son propre peuple. Ça, c'est le fait. La stratégie du Hamas est de maximiser le nombre de ces morts pour, en effet, émouvoir l'opinion occidentale, y compris nous-mêmes. On est bouleversés, ça me rend malade, moi, l'idée même et le spectacle et les images des victimes civiles de Gaza. Les chiffres sont terribles. D'après l'UNICEF, on est à plus de 30 000 morts. Personne ne connaît les chiffres. 25 000 selon le Pentagone, par ailleurs. Personne ne connaît les chiffres. Vous pensez que c'est des chiffres qui sont faux? Vous les remettez en question, les chiffres? Je ne sais pas. Je connais comme vous les connaissez vous-même, la manière dont leur mode de calcul. Personne n'est capable aujourd'hui de dire si les chiffres sont exacts. Il y a une chose que l'on sait, si on parle de fait, c'est que dans les chiffres qui sont évoqués, en tout cas, on mélange les morts civiles atroces
et les morts de combattants. Il y a une chose que l'on sait, c'est que dans les chiffres que vous évoquez, on mélange parmi les morts en général, civils ou combattants, ceux qui meurent du fait de tirs israéliens et ceux qui meurent du fait de tirs palestiniens, 1 sur 4 ou sur 5, qui sont mal ajustés et qui retombent sur les populations civiles gazaouis. Donc ces chiffres-là, aujourd'hui, on verra. Bernard Lévy, je vous ai réécouté cette semaine, vous avez dit à force de désinformation et de mensonges, les opinions finissent par être matraquées. Pour ces chiffres, pourtant, encore une fois, certains viennent du Pentagone, les États-Unis, alliés historiques d'Israël, à ses côtés depuis la première minute dans cette guerre. Des chiffres du Pentagone. Vous dites que c'est potentiellement désinformation et mensonges. Et si c'est le cas, pourquoi le Pentagone ferait ça ? Écoutez, honnêtement, je ne veux pas discuter des chiffres. Je trouve ça, qu'il y en ait 30 000, qu'il y en ait 20 000, qu'il y en ait 10 000, de toute façon, c'est trop. Mais c'est pas ça le point. Au-delà des chiffres, vos mots, vous les avez prononcés cette semaine, désinformation et mensonges. Vous estimez que certains font preuve de mensonges et désinformation, et qui et pourquoi aujourd'hui ? Quand on dit qu'Israël crée la famine à Gaza, c'est faux. Par exemple, c'est un mensonge. Israël ne crée pas. Pourquoi ? Parce que vous avez en moyenne 100 camions qui passent tous les jours les checkpoints d'Israël, et parce que le problème, c'est pas Israël, c'est une fois que les camions d'aide alimentaire et d'aide humanitaire sont en territoire gazaoui, c'est à ce moment-là, soit qu'ils sont bloqués, soit qu'ils ne sont pas distribués, soit qu'ils sont pillés par le Hamas et qu'ils sont parfois commercialisés par les dirigeants, par les combattants du Hamas. Donc voilà un exemple. Israël ne crée pas de famine à Gaza. Un autre exemple de mensonge, Israël ne vise pas les civils. C'est faux. Non. Exemple récent, l'hôpital Al-Shifa, il y a quelques jours, où ont été, je crois, arrêtés 158 combattants du Hamas et où il y a eu des combats pour les autres. Israël a pris des précautions qu'aucune autre armée au monde, attendez, dans une situation pareille, n'a prise. Il y avait des médecins qui accompagnaient les unités israéliennes pour, en effet, apporter des soins dans les parties en fonctionnement de l'hôpital. Mais prenons Rafah. Oui. Rafah, donc c'est cette opération que même les Américains tentent de freiner aujourd'hui. On est d'accord avec ça ? Oui. Il y a des millions de civils qui ont été repoussés vers Rafah. C'est une poche maintenant. Si Tsahal vise Rafah, les civils sont visés par conséquence, de fait. Oui. Et pourtant, vous soutenez une telle opération. De fait, comme vous dites, Israël a un plan en 2 étapes. 1, évacuation des civils, et 2, aller chercher les terroristes ou les 4 bataillons du Hamas qui sont encore à Rafah. Mais c'est les 2 volets du plan. Pourquoi croyez-vous qu'Israël ne lance pas l'opération sur Rafah depuis 15 jours ? À votre avis, pourquoi ? Le Ramadan. Le Ramadan, c'est déjà une bonne raison. Ça veut dire qu'Israël respecte en effet les cultes des autres. C'est possible. Mais il y a une deuxième raison, c'est que pour le cabinet de guerre israélien, et ça c'est pas Netanyahou, c'est le cabinet de guerre en général, il y a une priorité, il y a un préalable, c'est l'évacuation du maximum de ce 1,5 million de civils. Mais les civils n'ont nulle part où aller. L'ensemble de la bande de Gaza derrière, une très grande partie a été détruite. Ils ne peuvent pas aller du côté de l'Égypte, évidemment. Est-ce que vous dites au fond, oui c'est terrible, c'est la guerre, mais il y a un prix à payer et qu'il y a des victimes collatérales, entre guillemets? Non, je ne prononce jamais le mot des victimes collatérales. Et je ne pense pas que le prix à payer, ce soit jamais des hommes, des femmes et des bébés. Ça, c'est le scandale absolu. Mais autre question. Vous parlez, vous dites, chacun sait qu'ils ne peuvent pas aller en Égypte. Pourquoi ? Qu'est-ce qui empêcherait Parce que l'Égypte ferme la frontière. D'accord, mais alors adressons-nous à l'Égypte, que les États-Unis, que les alliés de l'Égypte s'adressent à l'Égypte et lui disent, s'il vous plaît, pendant quelques semaines, ouvrez votre frontière, installez un refuge provisoire pour ce 1,5 million de Gazaouis. Oui, puisque ce n'est pas le cas, les civils sont là, et donc forcément les bombes israéliennes... Est-ce qu'on essaye ? Est-ce qu'on... À votre connaissance, est-ce qu'il y a un effort pour convaincre l'Égypte de ce geste humanitaire minimal ? Le 1,5 million de civils, ils sont à la porte de l'Égypte. Mais vous ne dites pas que c'est de la faute de l'Égypte pour autant, parce que c'est quand même... Mais attendez, c'est une vraie responsabilité morale. Quand vous avez 1,5 million de personnes de l'autre côté de votre frontière
et de ne pas ouvrir la frontière et de ne pas les. Donc la responsabilité de l'Égypte. En tout cas, c'est une responsabilité partagée. Alors, parlons des États-Unis, parce que le message du côté des États-Unis à Israël n'a jamais été aussi clair que ces derniers jours. Pour la première fois depuis le 7 octobre, les États-Unis ont laissé passer, on le rappelle, une résolution exigeant un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza. Ça, c'est un geste de Joe Biden, en quelque sorte. Mais regardez aussi ce que dit Donald Trump, qui allait plus loin dans son soutien ces dernières heures. L'ancien président a déclaré qu'Israël doit, je cite, finir la guerre à Gaza dans une interview. C'était lundi avec un média israélien, ajoutant que le pays doit être très prudent parce qu'il perd beaucoup de soutien. Même les États-Unis commencent à se détourner d'Israël dans la séquence et surtout en perspective de cette attaque de Rafah, même les États-Unis. C'est vrai, mais c'est pour ça que j'ai appelé mon livre « Solitude d'Israël ». Et je trouve qu'il y a quelque chose qui... Mais cette solitude, elle est injuste, pardon. Mais évidemment qu'elle est injuste. Les propos de Donald Trump, ils sont injustes, tout ça est injuste. Israël fait... Il faut bien comprendre ça. Israël fait avec le Hamas ce que la coalition internationale a fait à Mossoul et à Raqqa, ce qu'une autre coalition internationale a fait en Afghanistan il y a 20 ans, quand on est allé chercher Ben Laden, c'est-à-dire qu'elle mène une opération destinée à détruire une armée... Il n'y a pas de vengeance. Vous vous souvenez de ce qu'a dit Joe Biden? Il a dit « Ne faites pas la même erreur que nous après le 11 septembre ». Eh bien, je crois... Non, que nous... oui, en attaquant l'Irak. C'est à ça que pensait Joe Biden. Il ne pensait pas à la guerre d'Afghanistan. Il pensait à la vengeance. Oui, eh bien je crois que les Israéliens ne sont pas dans la vengeance. Alors, moi, je connais un tout. Je suis allé, dès le 7 octobre, en Israël, dans les kibboutz martyrs, dans les villes du Sud bombardées. Je n'ai pas entendu le discours de la vengeance. J'ai entendu des Israéliens qui disaient « Nous sommes attaqués, nous avons à mener une guerre existentielle, c'est pas bien, c'est horrible, c'est pas notre tempérament, nous ne vivons pas dans une culture de guerre, hélas, nous n'avons pas le choix. » Voilà ce que j'ai entendu. Je n'ai jamais entendu parler de vengeance. Après ce veto du côté du cessez-le-feu immédiat, du côté de l'ONU, il y a eu la colère de Benyamin Netanyahou. Il a même dénoncé dans un communiqué plutôt amer l'absence de veto de Washington. C'est tenable, parce qu'il y a Israël, mais il y a Benyamin Netanyahou. C'est tenable d'envoyer balader son allié historique, son protecteur à l'étranger, qui s'est démené depuis le début de la guerre pour se tenir à ses côtés. Je vous propose juste de regarder ce qui se dit dans Haaretz. L'édito, c'était hier d'Haaretz. Dans son éditorial, le journal accuse Benyamin Netanyahou d'être devenu un agent de destruction d'Israël, en entraînant le pays dans un bourbier, d'avoir fortement nui aux relations avec les États-Unis, le tout, je cite, uniquement pour sa survie politique. Je vais préciser la question. Vous soutenez de manière inconditionnelle Israël? Vous soutenez de manière inconditionnelle Benyamin Netanyahou? Mais non. D'abord, l'édito d'Haaretz, en effet, ça prouve que même en temps de guerre, Israël reste une grande et belle et libre démocratie. Deuxièmement, la question, c'est pas Netanyahou. Netanyahou, c'est fini. Demain matin... Aujourd'hui, il prend les décisions. Ça reste lui qui... Non. Un cabinet de guerre prend les décisions. Et dans le cabinet de guerre, il y a en effet Netanyahou et il y a son principal opposant qui s'appelle Benny Gantz. Les décisions, elles sont prises à 2 ou à 3 avec le ministre à la Défense. C'est pas la guerre de Netanyahou. Aujourd'hui, quel est l'état d'esprit de la société israélienne? Pas Haaretz. Dans leur immense majorité, ils veulent tourner la page Netanyahou. Ils en veulent à Netanyahou pour 1000 choses, pour la corruption, pour les projets de réforme judiciaire avant le 7 octobre. En revanche, ils pensent presque unanimement que cette guerre doit être gagnée parce que c'est une guerre d'une démocratie contre un axe totalitaire avec l'Iran et tout ce dont nous parlions tout à l'heure. Ils pensent aussi, certains d'entre eux en tout cas, qu'il faut fixer un cap politique pour l'après. Quelle peut être la solution politique? Parce qu'aujourd'hui, on est évidemment extrêmement loin de cette fameuse solution à 2 États. Mais le cap politique, c'est évidemment ça. Le cap, c'est la solution à 2 États. Pour qu'on aille vers le cap, il y a des conditions. Il y en a certaines du côté d'Israël, naturellement. Enfin, il y en a d'abord une, c'est que le peuple palestinien soit libéré de ces marionnettistes, de ces mauvais bergers que sont le Hamas et d'autres d'ailleurs, qui ne veulent pas des 2 États. Le Hamas ne veut pas la paix, le Hamas ne veut pas le salut de son peuple. Le Hamas veut, c'est clair, un État qui va de la mer au Jourdain, c'est-à-dire la destruction d'Israël. Donc la première condition pour
aller vers le cap de la solution à 2 États, vous avez raison, c'est que le Hamas ne sorte pas de cette guerre victorieuse. Bernard-Henri Lévy, avant de nous quitter, on a évoqué de guerres, de conflits, de fronts dramatiques. Quel est votre regard sur la diplomatie française face à ces différents enjeux? Estimez-vous que la voix de la France est à la hauteur des enjeux actuels? La diplomatie française, elle fait ce qu'elle peut. Je trouve que sur l'Ukraine, elle est parfaite. Sur la deuxième question dont nous parlons, c'est-à-dire la guerre de la jeune, fragile démocratie israélienne contre l'axe totalitaire, je la trouve à côté de la plaque. Je ne suis pas sûr que la diplomatie française mesure aussi bien les enjeux dans la guerre menée par Israël que dans la guerre menée par le président Zelensky. Et enfin, où va vous mener votre prochain projet ? Pour l'instant, il n'y a pas de prochain projet. Vous savez, quand le monde est dans l'état où il est, moi j'ai 2 obsessions. Je veux que l'Ukraine repousse Poutine hors de ses frontières, et je veux surtout qu'en aucune manière le Hamas puisse demain surgir de ces tunnels en pavoisant avec ses drapeaux, en disant qu'ils ont gagné contre Israël, contre l'Amérique, contre l'Occident. Et dans ce cas-là, alors là je peux vous dire, l'arme de destruction massive contre la région, contre les États arabes modérés, contre la paix mondiale, c'est là qu'elle naîtra. Si le Hamas sort victorieux, ou s'il peut se permettre de dire qu'il a gagné un bout de la victoire. C'est capital, ça. Et le monde libre a su, à Mossoul, et encore une fois, ça et Mossoul, ça aussi, c'était une chose. J'y étais, j'ai tourné un film, j'ai vu, c'était une guerre abominable. La coalition internationale, les avions américains, les avions français ont fait des destructions immenses. Le nombre de victimes civiles par rapport aux combattants était probablement d'ailleurs la proportion bien plus haute que dans la guerre israélienne. Mais voilà, personne n'a jamais demandé de cesser le feu. On savait qu'il fallait détruire Daesh au maximum. Comme on savait du temps d'Al-Qaïda en Afghanistan qu'il fallait aller à Bora Bora ou à Kandahar chercher les djihadistes. Aujourd'hui, le devoir des démocraties, ce serait de se conduire de la même manière, c'est-à-dire de souhaiter la défaite totale du Hamas et de ceux qui le soutiennent. Et par ailleurs, alors un mot simplement, il y a une manière très simple d'arrêter la guerre. Demain matin, si les États qui soutiennent le Hamas le lâche, lui demande ou le force à rendre les armes, c'est fini. Il n'y a plus de guerre. Et à rendre les otages. Voilà, rendre les armes et libérer les otages. Merci beaucoup Bernard-Henri Lévy. Vous nous avez parlé de l'Ukraine, on va y retourner justement en Ukraine si vous voulez bien, parce que les signaux se multiplient sur une menace d'offensive russe massive dans le nord-est du pays, à tel point que le président Zelensky s'est rendu sur les lignes de défense à Soumy précisément, et on va y aller à Soumy parce que c'est là que vous trouvez Charline Hurel avec Vincent Wartner à vos côtés. Dites-nous Charline, vous qui êtes en direct, est-ce que l'inquiétude est en train de monter dans ce secteur ?